Ils pensèrent que je resterais silencieuse à nouveau. Mais cette fois, j'avais un plan auquel ils ne s'attendaient trop pas. Assise dans la salle de réunion de l'entreprise de consulting où je travaillais depuis 3 ans, j'observais mes collègues qui chuchotaient entre eux en évitant mon regard. La semaine précédente, lors de la présentation du projet le plus important de l'année, mon manager Paul avait publiquement attribué mes idées novatrices à Julien, un collègue blanc arrivé 6 mois après moi. Quand j'avais tenté de rectifier, Paul m'avait coupé d'un geste de la main, déclarant que le travail d'équipe ne nécessitait pas de revendications individuelles. Les rires étouffés autour de la table avaient résonné comme des gifles, et j'avais reconnu ce mélange familier de condescendance et de mépris que j'avais appris à identifier depuis mon enfance. Ce matin-là, en arrivant au bureau parisien du 15e arrondissement, j'avais senti le poids familier de l'injustice peser sur mes épaules. À 32 ans, diplômée d'HEC avec mention très bien, j'avais toujours excellé dans mon domaine. Pourtant, depuis mon arrivée dans cette entreprise réputée de la défense parisienne, j'avais vu mes contributions minimisées, mes promotions reportées et mes succès attribués à d'autres. En tant que femme noire dans un environnement encore très masculin et blanc, j'avais appris très tôt à documenter scrupuleusement mon travail, sachant que mes compétences seraient constamment remises en question. Mes parents, immigrés marocains qui avaient sacrifié leur vie pour m'offrir la meilleure éducation possible, m'avaient toujours enseigné de garder la tête haute face à l'adversité. Mais aujourd'hui, quelque chose en moi avait changé. Mon histoire avait commencé 6 mois plus tôt, quand j'avais développé une stratégie révolutionnaire pour optimiser les processus de nos clients du secteur bancaire. J'avais passé des nuits entières à peaufiner les algorithmes, à analyser les données, à créer des modèles prédictifs qui pourraient faire économiser des millions d'euros à nos clients. Mon travail minutieux avait porté ses fruits. Les premiers tests montraient des résultats exceptionnels, dépassant toutes les attentes. J'avais documenté chaque étape, conservé tous mes brouillons, et même enregistré mes sessions de brainstorming personnel, une habitude que j'avais prise depuis mon premier stage où un superviseur avait remis en question mon travail. Le jour de la présentation cruciale devant le conseil d'administration de notre plus gros client, la Banque centrale de France, je m'étais préparée avec mon perfectionnisme habituel. J'avais répété ma présentation, anticipé chaque question, préparé des réponses détaillées pour chaque aspect technique. En tant que seule femme noire de l'équipe dirigeante, je savais que je n'avais pas droit à l'erreur. Mais quand Paul avait pris la parole ce matin-là, il avait présenté Julien comme le cerveau derrière l'innovation. Sous mes yeux médusés, mon collègue avait présenté mon travail mot pour mot, utilisant même mes expressions personnelles et mes analogies favorites. Quand j'avais levé la main pour intervenir, Paul m'avait lancé un regard glacial que je connaissais bien, ce mélange d'agacement et de condescendance que j'avais si souvent vu dans les yeux de ceux qui estimaient que j'avais déjà eu ma chance d'être là. Il avait déclaré devant tout le monde que Julien était l'auteur de cette brillante stratégie et que l'équipe, y compris moi, l'avait simplement assisté dans l'exécution. Les membres du conseil d'administration avaient hoché la tête, impressionnés par la présentation de Julien. Certains avaient même félicité Paul pour avoir su identifier un tel talent. J'avais senti mon cœur se serrer, ma gorge se nouer, mais j'étais restée silencieuse, une fois de plus, pensant à mes parents qui m'avaient appris à choisir mes batailles. Ce qui rendait la situation encore plus amère, c'était que ce n'était pas la première fois que je vivais cela. Depuis mon arrivée, j'avais vu mes idées reprises, mes initiatives récupérées, mes succès minimisés. Quand je proposais une solution innovante, on me disait que j'étais trop ambitieuse ou qu'il fallait rester à ma place. Quand un collègue reprenait exactement la même idée quelques semaines plus tard, on saluait sa créativité et son pragmatisme. J'avais appris à documenter scrupuleusement mon travail, à envoyer des emails détaillés pour garder des traces, mais d'une manière ou d'une autre, mes contributions finissaient toujours par être occultées. Dans les couloirs, j'entendais parfois des murmures sur les quotas de diversité qui m'auraient permis d'accéder à ce poste, comme si mon diplôme d'HEC et mes années d'expérience ne justifiaient pas ma présence. Si mon histoire vous touche déjà, abonnez-vous à la chaîne parce que ce qui va suivre va vous bouleverser. Les jours qui suivirent furent parmi les plus difficiles de ma carrière. Chaque matin, en prenant le métro ligne 6 depuis mon appartement de Montparnasse,
Je sentais mon estomac se nouer à l'approche du bureau. L'atmosphère était devenue irrespirable. Julien, gonflé de son nouveau statut, prenait désormais la parole dans chaque réunion, citant ses innovations comme des références. Paul l'avait même invité à présenter la stratégie lors du séminaire annuel de l'entreprise, un honneur que j'attendais depuis des années. Quand je croisais Julien dans les couloirs, il me gratifiait d'un sourire condescendant qui semblait dire qu'il savait exactement ce qu'il avait fait et qu'il s'en moquait éperdument. Ce qui me blessait le plus, c'était le silence complice de mes collègues. Certains évitaient mon regard quand Julien s'attribuait publiquement mes méthodes. D'autres hochaient poliment la tête quand il expliquait sa vision stratégique, utilisant mot pour mot les termes que j'avais développés dans mes rapports confidentiels. Marine, ma collègue la plus proche, m'avait même suggéré en privé de passer à autre chose et de ne pas créer de vagues pour mon propre bien. Elle avait ajouté avec une gêne palpable que les choses étaient déjà compliquées pour les femmes comme nous dans cette entreprise, une allusion à peine voilée à ma couleur de peau qui m'avait profondément blessée. La goutte d'eau avait débordé lors de la réunion mensuelle avec les partenaires. J'étais assise au fond de la salle, écoutant Julien présenter les résultats exceptionnels du projet, décrivant avec fierté comment son approche révolutionnaire avait permis d'économiser 2 millions d'euros aux clients en seulement 3 mois. Les partenaires étaient éblouis. Monsieur Dubois, le directeur général, avait même déclaré que c'était le genre d'innovation qui ferait la différence sur le marché international. Je serrai les poings sous la table, sentant mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Quand Julien avait mentionné qu'il réfléchissait déjà à sa prochaine révolution analytique, j'avais reconnu les grandes lignes du projet sur lequel je travaillais secrètement depuis 2 mois. Comment avait-il eu accès à ces informations ultra confidentielles? Ce soir-là, rentré chez moi dans mon studio parisien, j'avais éclaté en sanglots. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais appelé ma mère à Rabat. Elle m'avait écouté en silence, puis m'avait rappelé avec sa sagesse habituelle que les injustices révèlent toujours leur vraie nature avec le temps. « Ma fille », m'avait-elle dit dans son mélange d'arabe et de français, « tu as la force de tes ancêtres en toi. Nous, les femmes de notre famille, nous ne nous laissons jamais piétiner. » Mon père, ancien professeur de mathématiques, qui avait dû recommencer sa carrière en France malgré ses diplômes, m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Kenza, la vérité a sa propre force. Il suffit parfois de savoir comment la libérer au bon moment. C'est cette nuit-là que j'avais pris ma décision. Je ne fuirai pas, ne démissionnerai pas, ne baisserai pas les bras comme je l'avais fait trop souvent. En grandissant en banlieue parisienne, fille d'immigrés noirs dans un quartier où il fallait constamment prouver sa légitimité, j'avais appris à me battre intelligemment. Cette fois, j'allais utiliser chaque compétence que j'avais acquise, chaque contact que j'avais développé, chaque preuve que j'avais minutieusement conservée. Paul et Julien avaient sous-estimé quelque chose de fondamental. Je n'étais pas juste brillante dans mon domaine. J'étais stratège dans l'âme, forgée par des années de navigation dans un monde qui remettait constamment en question ma présence. Le lendemain matin, j'avais commencé à mettre mon plan en action. D'abord, j'avais discrètement contacté Madame Chen, la directrice de l'audit interne, une femme d'origine asiatique réputée pour son intégrité inflexible. Nous nous étions croisés plusieurs fois lors de formations, et j'avais remarqué qu'elle aussi avait dû faire ses preuves dans un environnement peu diversifié. Je savais qu'elle comprendrait parfaitement les subtilités de la discrimination que je vivais. Lors d'un café apparemment anodin près du bureau, j'avais mentionné mes préoccupations concernant l'attribution des projets et la propriété intellectuelle dans l'entreprise. Parallèlement, j'avais commencé à compiler méthodiquement toutes mes preuves. Les emails de brainstorming que je m'envoyais à moi-même avec les timestamps, les versions commentées de mes documents, les enregistrements de mes sessions de travail personnel, même les photos de mes tableaux blancs couverts de formules dans mon appartement. Une habitude que j'avais prise depuis mes premières expériences professionnelles, sachant que mes contributions seraient plus facilement remises en question que celles de mes collègues blancs. Chaque innovation que Julien revendiquait maintenant était documentée dans mes archives personnelles, souvent des semaines avant qu'il ne rejoigne même l'équipe. Mais je savais que les preuves seules ne suffiraient pas. J'avais aussi besoin de comprendre comment Paul et Julien opéraient, de découvrir s'ils avaient déjà agi ainsi avec d'autres collègues.
J'avais commencé à déjeuner plus souvent avec les employés d'autres départements, posant des questions innocentes sur leurs expériences de collaboration. Ce que j'avais découvert m'avait choqué. 3 autres femmes, notamment Sarah du département juridique et Fatima de l'analyse financière, 2 autres femmes racisées, avaient vécu des situations similaires avec Paul. Leurs innovations avaient mystérieusement été attribuées à des collègues masculins blancs, leur promotion reportée indéfiniment malgré des performances excellentes. Un pattern se dessinait et j'étais déterminée à le briser. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Partagez en commentaire. Le vendredi de cette même semaine, l'humiliation atteignit son paroxysme. Lors de la présentation trimestrielle devant tous les cadres dirigeants de l'entreprise, Paul annonça officiellement la promotion de Julien au poste de directeur associé. Il vanta publiquement son génie analytique exceptionnel et sa capacité révolutionnaire à transformer les processus bancaires. Les applaudissements résonnèrent dans l'amphithéâtre pendant que moi, assise au fond de la salle, je sentais mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Ce poste, j'en rêvais depuis mon arrivée. Ce poste, je l'avais mérité par mon travail acharné et mes innovations authentiques. En regardant autour de moi, je remarquai que j'étais la seule femme noire dans cette assemblée de dirigeants, un rappel constant de ma position précaire dans cette entreprise. Mais le pire était encore à venir. Julien prit la parole pour son discours de remerciement, et devant 150 employés, il présenta sa vision future pour le département. Mot pour mot, il décrivit le projet révolutionnaire sur lequel je travaillais secrètement depuis des mois. Une intelligence artificielle prédictive capable d'anticiper les crises financières avant qu'elles n'éclatent. Il utilisa même l'expression que j'avais créée. Anticipation quantique des risques systémiques. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Comment avait-il eu accès à ce projet ultra confidentiel que je développais chez moi sur mon ordinateur personnel? La réponse me vint comme une gifle. La semaine précédente, j'avais laissé mon ordinateur portable ouvert dans la salle de pause pendant que j'allais chercher un café. Julien était passé, prétendant vouloir emprunter mon chargeur. Il avait eu largement le temps de photographier mes écrans ou de copier mes fichiers. Cette violation de ma propriété intellectuelle était l'humiliation de trop. Quand les collègues vinrent féliciter Julien après la présentation, plusieurs me glissèrent des regards furtifs, conscients que quelque chose clochait dans cette ascension fulgurante. Marine évita complètement mon regard, et je compris qu'elle savait exactement ce qui se passait, mais préférait fermer les yeux. Ce soir-là, j'étais restée seule dans le bureau désert, fixant la vue panoramique de Paris depuis le 15e étage. La tour Eiffel scintillait au loin, et je repensais à tous ces moments où j'avais courbé l'échine, où j'avais accepté l'inacceptable par peur de passer pour une trouble-fête, ou de confirmer les stéréotypes sur les femmes noires difficiles. J'avais grandi en banlieue parisienne, fille d'immigrants qui m'avaient appris que l'excellence était la seule réponse au mépris. J'avais tout sacrifié pour ma carrière. Relations amoureuses, sorties entre amis, week-ends en famille. Mes parents s'étaient saignés aux 4 veines pour me payer HEC, convaincus que l'éducation m'ouvrirait toutes les portes. Et voilà où cela m'avait menée. Spectatrice impuissante du vol de mes propres créations. Mais quelque chose de nouveau brûlait en moi ce soir-là. Une détermination froide, calculée, implacable. Je pensais à ma grand-mère maternelle, cette femme berbère qui avait élevé 8 enfants seule après la mort de son mari, et qui m'avait toujours dit que la patience n'était pas de la passivité, mais une arme stratégique. Je sortis mon téléphone et envoyai un message à Madame Chen. Disponible pour un rendez-vous urgent lundi matin. J'ai des informations importantes concernant les pratiques d'attribution dans notre département. Puis je contactai discrètement Maître Durand, un avocat spécialisé dans le droit du travail que m'avait recommandé une ancienne collègue de HEC. Il accepta de me recevoir le week-end pour examiner mon dossier. Le lundi matin arriva avec une tension palpable. J'avais passé mon week-end à organiser méticuleusement mon dossier, comme mes parents m'avaient appris à le faire, avec cette rigueur marocaine qui ne laisse rien au hasard. Chaque email, chaque document, chaque preuve était classé chronologiquement. J'avais même retrouvé un témoin inattendu. Thomas, un stagiaire qui avait assisté à plusieurs de mes sessions de brainstorming et qui pouvait attester de l'origine de mes idées. Thomas,
Un jeune homme blanc privilégié qui découvrait les réalités du monde du travail avait été choqué par l'injustice dont j'étais victime. Il avait accepté de témoigner malgré les risques pour sa carrière naissante, me confiant qu'il ne pouvait pas fermer les yeux sur quelque chose d'aussi flagrant. Quand j'entrai dans le bureau de Madame Chen ce lundi matin, je portais mon tailleur noir le plus élégant, celui que je réservais aux présentations les plus importantes. J'avais choisi de porter mes cheveux naturels, coiffés en un chignon impeccable qui affirmait ma fierté d'être une femme noire professionnelle. Madame Chen m'accueillit avec sa froideur professionnelle habituelle, mais ses yeux trahissaient une curiosité intense. Pendant 1 heure, je présentais méthodiquement mon dossier avec la précision que m'avaient enseigné mes années à HEC. Les preuves s'accumulaient, emails antédatés, documents originaux, témoignages, même les métadonnées des fichiers qui prouvaient que j'étais l'auteur original de chaque innovation attribuée à Julien. Mais j'avais gardé le meilleur pour la fin. Je révélai à Madame Chen ce que j'avais découvert en fouillant discrètement. Paul et Julien ne s'étaient pas contentés de me voler mes idées. Ils avaient monté un véritable système. Paul récupérait les innovations de ses employés les plus brillantes, systématiquement des femmes racisées ou issues de milieux modestes, et les attribuait à des hommes blancs de son réseau. En échange, ces hommes reversaient une partie de leur bonus à un compte offshore que Paul avait ouvert aux îles Caïmans. J'avais découvert ce détail en recoupant les dates de promotion avec les mouvements bancaires suspects que j'avais remarqués dans les rapports financiers que je traitais. Mon expertise en analyse financière m'avait permis de détecter ce que personne d'autre n'avait vu. Le visage de Madame Chen s'était durci au fur et à mesure de ma présentation. Cette femme, qui avait gravi tous les échelons dans un monde d'hommes blancs, reconnaissait parfaitement les mécanismes de discrimination que je décrivais. Mais ce qui la révoltait le plus, c'était la dimension frauduleuse du système. Paul ne se contentait pas de voler des idées. Il organisait un racket sophistiqué au sein de l'entreprise, exploitant spécifiquement les femmes qui avaient le moins de pouvoir pour se défendre. Si mon histoire vous révolte, abonnez-vous pour soutenir des témoignages comme le mien. Madame Chen avait immédiatement lancé une enquête interne discrète, mais je savais que cela ne suffisait pas. J'avais un plan plus ambitieux, plus risqué, mais infiniment plus satisfaisant. Ce que personne ne savait dans l'entreprise, c'est que je n'étais pas seulement une brillante analyste financière. Pendant mes études à HEC, j'avais développé une spécialisation secrète, la cybersécurité financière. Une passion née de mon désir de comprendre comment les systèmes pouvaient être manipulés contre les plus vulnérables. J'avais même fait un stage de 6 mois au sein de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'organe de supervision bancaire français. Plus important encore, mon mémoire de fin d'études portait exactement sur les fraudes internes dans les entreprises de conseil financier. J'avais choisi ce sujet après avoir observé, dès mes premiers stages, comment certaines personnes étaient systématiquement écartées des reconnaissances qu'elles méritaient. Je connaissais chaque faille, chaque angle mort, chaque méthode utilisée par les fraudeurs. Et surtout, j'avais gardé des contacts précieux dans les organismes de régulation. Mon ancien maître de stage, M. Lefebvre, était devenu directeur adjoint de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Un homme intègre d'origine antillaise qui comprenait parfaitement les défis que pouvaient rencontrer les personnes comme moi dans ce milieu. Il m'avait toujours encouragé à le contacter si je découvrais des irrégularités dans le secteur. Le mardi soir, j'avais organisé un dîner apparemment innocent avec 3 anciennes collègues d'HEC qui travaillaient maintenant dans des entreprises concurrentes, autour d'un couscous dans un restaurant du 10e arrondissement tenu par une famille marocaine, un choix délibéré qui me rappelait mes racines et me donnait force. J'avais subtilement orienté la conversation vers les pratiques douteuses qu'elles avaient pu observer dans leurs entreprises respectives. Ce que j'avais découvert m'avait sidéré. Le système de Paul n'était pas unique. Plusieurs entreprises du secteur avaient des arrangements similaires, et certains noms revenaient régulièrement dans nos discussions. Un réseau informel, mais bien organisé d'hommes blancs qui se partageaient les innovations de leurs employés les plus vulnérables. Mais je gardais mon atout majeur secret. Pendant mes années d'université, j'avais aussi développé une passion pour le journalisme d'investigation, inspiré par mon désir de révéler les injustices systémiques. Je tenais un blog anonyme suivi par plus de 50 000 personnes
où je décortiquais les scandales financiers français sous le pseudonyme d'Hippodite. Mes analyses pointues des mécanismes de fraude et de discrimination dans le secteur financier m'avaient valu une réputation solide. Plusieurs de mes enquêtes avaient même été reprises par les médias traditionnels. J'avais les compétences, les contacts et l'audience nécessaires pour transformer cette affaire personnelle en scandale national. Le mercredi, j'avais discrètement contacté Julie Moreau, une journaliste du Figaro spécialisée dans les affaires économiques. Nous nous étions déjà parlé plusieurs fois, dans le cadre de mes enquêtes sous mon pseudonyme. Julie était une femme tenace d'origine algérienne, connue pour ses investigations qui avaient fait tomber plusieurs dirigeants corrompus. Elle comprenait intuitivement les dynamiques de pouvoir et d'exclusion que je décrivais. Quand je lui avais présenté les grandes lignes de l'affaire, Julie avait immédiatement compris le potentiel explosif de l'histoire. Discrimination systémique, fraude financière et corruption dans une entreprise prestigieuse du secteur bancaire. « Kenza, m'avait-elle dit, ton histoire, c'est celle de milliers de femmes comme nous. Il est temps qu'elle soit entendue. » Parallèlement, j'avais commencé à documenter d'autres irrégularités dans l'entreprise. En croisant mes accès légitimes aux données financières avec mes compétences en analyse forensique, j'avais découvert que Paul détournait aussi une partie des budgets formation pour financer des voyages personnels déguisés en séminaires professionnels. Les factures gonflées, les faux frais de déplacement, même des notes de restaurants personnels passées en frais de représentation. L'homme ne se contentait pas de voler les idées de ses employés racisés, il pillait littéralement l'entreprise. Chaque découverte renforçait ma détermination. Paul incarnait tout ce système qui nous maintenait, nous les femmes noires, dans l'ombre. Le jeudi, l'étau se resserrait. Madame Chen avait convoqué discrètement plusieurs employés pour des entretiens confidentiels. Sarah et Fatima avaient confirmé avoir vécu des situations similaires, leurs voix tremblant de colère contenue en racontant leurs expériences. Thomas, le stagiaire, avait fourni un témoignage détaillé sur les sessions de travail qu'il avait observées, décrivant avec précision comment mes idées étaient systématiquement reprises. Même Marine, initialement réticente, avait fini par admettre avoir eu des soupçons depuis longtemps. « Je savais que c'était injuste. » m'avait-elle confié, mais j'avais peur de parler. « Toi, tu as le courage que je n'ai jamais eu. » L'enquête interne prenait de l'ampleur, mais je savais que Paul tenterait de tout étouffer s'il se sentait menacé. C'est pourquoi j'avais programmé mon coup de grâce pour le vendredi. Ce jour-là avait lieu la grande conférence annuelle du secteur financier français, où toutes les entreprises de conseil venaient présenter leurs innovations. Paul et Julien devaient y faire une présentation prestigieuse sur les révolutions analytiques dans la banque moderne. Encore une fois, basée entièrement sur mon travail. Ils comptaient éblouir les dirigeants des plus grandes banques européennes et décrocher de nouveaux contrats millionnaires. Mais j'avais préparé une surprise. J'avais organisé une contre-offensive coordonnée qui allait frapper simultanément sur plusieurs fronts. Monsieur Lefebvre de l'AMF avait programmé un contrôle surprise dans l'entreprise pour le vendredi matin. Julie Moreau avait préparé un article explosif prêt à être publié en ligne dès la confirmation des faits. Et moi-même, j'avais prévu d'assister à la conférence, armée de preuves irréfutables et d'un plan pour révéler publiquement la vérité devant tout le gratin du secteur financier français. Le jeudi soir, en regardant une dernière fois tous mes dossiers méticuleusement préparés, je souriais pour la première fois depuis des semaines. Paul et Julien avaient cru pouvoir me briser, m'humilier, me voler mes rêves. Ils ignoraient qu'ils avaient choisi la mauvaise cible. Demain, ils découvriraient qui j'étais vraiment. Kenza Benali, une femme noire française qui refuse de se laisser effacer. Le vendredi matin, à 9 heures précises, M. Lefebvre et son équipe de l'AMF se présentèrent dans nos bureaux. De mon poste d'observation, je vis Paul, pris totalement au dépourvu, tenter de garder son calme en accueillant les contrôleurs, mais je remarquai ses mains qui tremblaient légèrement quand il serra celles de M. Lefebvre. L'enquête officielle venait de commencer, et les ordinateurs de Paul et Julien furent immédiatement saisis pour analyse forensique. Je ressentis une satisfaction profonde en voyant la panique dans les yeux de Paul. Après des mois à me sentir impuissante, j'étais enfin aux commandes. Pendant ce temps,
je me dirigeais vers le palais des congrès où se tenait la conférence annuelle. Je portais mon tailleur bordeaux le plus élégant, celui que j'avais acheté pour ma soutenance de mémoire à HEC. J'avais choisi de laisser mes cheveux afro dans leur texture naturelle, coiffés avec fierté. Un choix délibéré pour affirmer mon identité de femme noire dans cet espace dominé par des hommes blancs. Mes boucles d'oreilles en forme de continent africain, un cadeau de ma mère, brillaient discrètement sous les lumières. Je voulais être absolument irréprochable pour ce qui allait suivre. Dans mon sac, je transportais une clé USB contenant toutes mes preuves, ainsi qu'une autorisation spéciale de Madame Chen me permettant de représenter l'entreprise lors de cette conférence. À 10h30, Paul et Julien montèrent sur scène devant un amphithéâtre bondé de 500 dirigeants du secteur financier européen. En regardant cette assemblée presque entièrement masculine et blanche, je me rappelais pourquoi cette bataille était si importante. Je représentais toutes celles qui, comme moi, avaient été effacées, oubliées, dont le travail avait été volé. Julien commença sa présentation avec l'assurance arrogante qui le caractérisait désormais, décrivant ses innovations révolutionnaires, quand soudain, je me levai dans l'assistance. D'une voix claire et posée, je demandai la parole pour poser une question technique sur les algorithmes présentés. Paul tenta de m'ignorer, me lançant ce regard méprisant que je connaissais si bien, mais j'étais déjà en train de me diriger vers le pupitre, mon badge d'identification bien visible. Je m'annonçai calmement « Bonjour, je suis Kenza Benali, analyste senior dans la même entreprise, et je souhaiterais apporter quelques clarifications importantes sur la présentation en cours. » Un murmure parcourut l'assemblée. Une femme noire qui osait interrompre une présentation officielle. Les organisateurs, respectant le protocole professionnel, me tendirent un micro. Je sentis le poids de l'histoire sur mes épaules, pensant à toutes les femmes comme moi qui n'avaient jamais eu cette chance de se faire entendre. Ce qui suivit fut un moment de pure maîtrise. Je présentai méthodiquement chaque innovation attribuée à Julien, expliquant avec une précision chirurgicale comment je les avais développées. Ma voix était ferme, ma diction parfaite. Toutes ces années d'élocution que mes parents m'avaient payées pour que personne ne puisse jamais remettre en question ma légitimité. Je projetais mes propres documents originaux, datés et horodatés, montrant clairement l'évolution de ma réflexion. J'expliquais les équations complexes derrière chaque algorithme, détaillais les tests que j'avais effectués, citais les sources académiques qui m'avaient inspiré. Ma formation à HEC et mes années d'expérience transparaissaient dans chaque mot. Julien, livide, tentait de m'interrompre, mais ses balbutiements ne faisaient que confirmer qu'il ne comprenait pas les fondements techniques de ce qu'il présentait. Quand un dirigeant de la BNP Paribas lui posa une question pointue sur les matrices de corrélation, Julien fut incapable de répondre. Moi, je développais une explication brillante qui impressionna visiblement l'assistance. Je vis dans leurs yeux le respect naître. Enfin, ils comprenaient qui était la véritable auteure de ces innovations. Pour la première fois de ma carrière, je me sentais pleinement reconnu pour mon génie. Mais mon coup de grâce vint quand je révélai l'existence du système de fraude. Devant 500 témoins, j'expliquais comment Paul organisait le vol systématique des innovations de ses employés, spécifiquement des femmes racisées, avec preuves à l'appui. Je mentionnais les comptes offshore, les reversements illégaux, les manipulations de budget. Ce que vous voyez ici, déclarai-je avec force, c'est plus qu'une fraude. C'est un système d'exploitation qui vise spécifiquement les femmes comme moi, celles que cette industrie considère comme les plus faciles à effacer. L'assemblée était pétrifiée. Paul, rouge de rage et de honte, quitta précipitamment l'estrade sous les murmures réprobateurs. Au même moment, l'article de Julie Moreau était mis en ligne sur le site du Figaro. Le titre faisait sensation. Scandale dans la finance. Comment une entreprise prestigieuse organisait le vol systématique des innovations de ses employés racisés. L'article, documenté avec une précision journalistique irréprochable, détaillait tout le système mis en place par Paul. En moins d'1 heure, l'article était repris par tous les médias économiques français. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Justice pour Kenza commença à trending, porté par des centaines de femmes racontant leurs propres expériences similaires. Les conséquences furent immédiates et spectaculaires. Le directeur général de l'entreprise, M. Dubois,
me contacta personnellement dans l'après-midi pour me présenter ses excuses officielles et me proposer le poste de directrice associée que Julien venait de perdre. « Mademoiselle Ben Ali, me dit-il, nous avons manqué de vigilance. Votre talent mérite d'être reconnu et valorisé. » Paul fut licencié pour faute grave et fit l'objet de poursuites pénales. Julien, complètement discrédité, dut démissionner sous la pression. Ses chances de retrouver un poste équivalent dans le secteur étaient désormais nulles. Mais ce qui me toucha le plus, ce furent les dizaines de messages que je reçus dans les jours suivants. Des femmes noires, arabes, asiatiques de tout le secteur financier français m'écrivaient pour me remercier d'avoir eu le courage de briser le silence. « Tu nous as donné une voix », m'écrivit une analyste de la Société Générale. « Grâce à toi, je ne me sens plus seule », me confia une directrice de BNP. Plusieurs révélaient avoir vécu des situations similaires et se sentaient enfin légitimés à parler. Un mouvement de libération de la parole s'était amorcé et j'en étais devenue la figure de proue. 6 mois plus tard, je dirigeais une équipe de 15 analystes dans ma nouvelle fonction de directrice associée. J'avais instauré des protocoles stricts pour protéger la propriété intellectuelle de mes employés et garantir l'équité dans les attributions. Mon équipe était la plus diverse du secteur, et paradoxalement, elle était devenue la plus performante de l'entreprise. J'avais prouvé que l'inclusion n'était pas qu'une question de justice, c'était aussi une question de performance. Plus symboliquement, j'avais créé un mentorat pour les jeunes femmes racisées qui souhaitaient percer dans la finance. Chaque mois, je recevais dans mon bureau des étudiantes qui me rappelaient mon propre parcours. Je leur répétais ce que mes parents m'avaient toujours dit, mais avec une leçon supplémentaire apprise à mes dépens. L'excellence et la persévérance ne suffisent pas. Il faut aussi savoir se battre pour obtenir la reconnaissance que nous méritons. Le dernier jour de cette année-là, en regardant Paris depuis mon nouveau bureau au 20e étage, je repensais au chemin parcouru. En tant que femme noire française, j'avais dû me battre 2 fois plus dur pour obtenir la moitié de la reconnaissance. Mais j'avais appris que notre force réside dans notre capacité à transformer l'adversité en détermination. Mon histoire était devenue un symbole, prouvant qu'une femme noire déterminée, armée de ses compétences et de sa vérité, pouvait renverser les systèmes les plus injustes. Paul et Julien avaient cru pouvoir m'effacer parce que j'étais une femme noire dans leur monde d'hommes blancs. Ils avaient découvert, à leurs dépens, que Kenza Ben Ali n'était pas une victime, mais une force de la nature qui transformait chaque obstacle en tremplin vers l'excellence. Si mon histoire vous a inspiré, partagez-la et abonnez-vous pour plus de témoignages.